Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 5 avril 2023 et je suis très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de la série Artistes engagés. Et pour ce 22e épisode, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle fois Pierre Barnérias pour nous parler de sa dernière œuvre qui sort prochainement, qui s'appelle Miracle au pluriel. Bonjour Pierre, bonsoir. Salut Akina et un immense merci. Tu peux pas savoir la joie que j'ai de te retrouver. Vraiment. Eh ben, c'est vraiment un plaisir partagé, hein. En plus, Mm. c'est vraiment une exclusivité ce soir sur le Front Médiatique, hein, parce que donc c'est lundi Mm. prochain, le 10 avril, que va sortir dans les Mm. salles ta nouvelle réalisation donc de toi, Pierre Barnérias. On ne te présente plus après toutes tes œuvres au cours des 25 dernières années. Et donc après une avant-première, le 25 mars dernier au Grand Rex à Paris, qui a connu un véritable succès avec plus de 500 personnes, hein, une seconde salle qui a dû être ouverte et Mm. apparemment un public conquis. Et bien c'est dans 5 jours que cette nouvelle œuvre va sortir sur les grands écrans de nos cinémas partout en France. C'est donc une joie pour nous, le Front Médiatique, hein. Merci pour ta confiance de t'accueillir une nouvelle fois en exclusivité pour parler de ta dernière œuvre, donc dénommée Miracle au pluriel. Dans cette période un peu anxiogène, hein, compliquée, ça va nous faire du bien de parler de miracle et ça va donner de l'espérance, je l'espère. Et donc, une nouvelle Mm. fois, comme souvent avec toi, c'est presque une signature. Tu nous proposes un documentaire étonnant, détonnant, qui est hors des sentiers battus. Une nouvelle fois, tu abordes un sujet peu connu, clivant, voire même polémique, mais qui ouvre de nouvelles portes pour questionner la science et nos croyances afin de réilluminer nos imaginaires. Je me permets de lire rapidement le synopsis, hein, de ta dernière œuvre, Mm. qui est, je le lis, pour la première fois au cinéma, une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Ce film documentaire nous entraîne sur les traces de la relique la plus analysée au monde, le suaire de Turin. Puis, sur une image toujours inexpliquée d'une femme enceinte qui s'est imprimée sur une tunique en fibre végétale du XVIe siècle, ainsi que sur des écrits uniques dans l'histoire de l'humanité et qui défient tous les records de la littérature mondiale. C'est donc voilà une enquête avec 3 énigmes qui confrontent la science face à l'inexplicable et c'est donc le sous-titre de ta dernière œuvre. Merci beaucoup à toi d'être présent et j'avais tout d'abord une petite question préliminaire avant de rentrer dans le vif du sujet de Miracle. C'est un Mm. moment important, j'imagine, en tant que réalisateur, de voir son nouveau film, un peu son bébé, hein, sortir dans quelques jours. On est donc le 5 avril aujourd'hui, il sort le 10 avril, donc dans 5 jours précisément. Et donc, nous savons que la sortie publique est à la fois une ligne d'arrivée pour un réalisateur, car c'est le fruit de plusieurs années de cheminement et de travail à la fois, mais c'est aussi le début, car c'est l'accueil du public et le succès des premiers jours qui va être déterminant, comme pour toute œuvre cinématographique. Donc, j'aimerais alors tout simplement, comme première question, savoir, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, comment tu te sens, ici et maintenant, comme un artiste, j'imagine, un peu qui, avant de monter sur scène. Énorme track, énorme track. Non, non, c'est vrai que alors c'est vrai qu'il y a eu cette avant-première qui m'a un petit peu soulagé, mais voilà, je sais pas comment le public va ressentir ce film, donc je me sens un peu fébrile, mais je me sens aussi soulagé, et ça c'est vraiment la bonne nouvelle de cette sortie, c'est la confiance des exploitants. C'est avec les exploitants en salle que j'aime énormément, puisque ça fait plus de 13 ans maintenant que je travaille pour les salles, et de voir qu'aujourd'hui, je vais sortir un film non pas sur 6 ou 7 salles, comme j'avais l'habitude de le faire, mais je vais le sortir ce film sur 50 salles. Alors certes, c'est une séance unique, mais de savoir que des grands continuent de me faire confiance parce que eux savent, que eux connaissent le fruit de mon travail. La grosse différence, elle est là. Et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que la tornade, les avalanches de mensonges, ce mépris qui a envahi toutes les télés depuis la sortie de Hold Up, ben, n'a pas atteint les salles parce qu'elles savent mon travail, elles l'ont vu, elles l'ont lu, elles l'ont décrypté, elles ont vu que dans les salles, ça avait un vrai succès. Donc voilà, il y a d'un côté effectivement une appréhension, comment le public va prendre ce nouveau film, et de l'autre côté une réelle satisfaction de voir que les exploitants des salles ont su faire la part des choses entre tous les mensonges qui sont sortis et entre la réalité, c'est-à-dire quelqu'un qui bosse et qui essaye de faire du mieux qu'il peut des vrais films documentaires, en sachant que, et ça j'insiste, que Hold Up, puisque Hold Up aurait dû sortir en salle, et s'il était vraiment sorti en salle comme c'était prévu, il y aurait eu zéro polémique. Tu m'entends? Zéro polémique. Et le film aurait eu un tout autre avenir. Là, il a été massacré parce que voilà, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un documentaire cinéma et surtout ils l'ont pas vu quoi. Les trois quarts l'ont pas vu. Je parle des journalistes. Hein.
50 salles, eh bien, c'est bien mérité. Moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Et donc, c'est Mhm. ton 14e film en 25 ans, si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras. Donc, tu es prolifique comme réalisateur et passionné aussi, surtout pour tenir cette course de fond. J'imagine que chacune de tes œuvres a une histoire et des racines plus Mhm. profondes. Et comme souvent avec toi, Miracle, donc je le disais, est un documentaire qui est hors des sentiers battus, avec des sujets, donc ces 3 miracles abordés qui sont des sujets peu connus, clivants, voire polémiques, je le disais en introduction. Alors, j'aimerais savoir un peu quelles sont les raisons profondes qui t'ont amené personnellement à produire cette enquête, ta motivation qui t'a donné envie d'aborder ces 3 mystères sur lesquels on reviendra évidemment plus tard dans notre échange. Ma motivation profonde, d'abord, c'est effectivement de pas faire ce qui a déjà été fait, hein. Donc, d'aller sur les sentiers battus. Et, bah non, je vais sur des sentiers qui ne sont pas battus et des sentiers qui sont un peu vierges. Et c'était le cas notamment avec M et le troisième secret. Il n'y avait eu jamais d'enquête sur ce fameux secret de Fatima dont je montre dans le film, qui n'a jamais été révélé par le Vatican, enfin qu'il a été révélé, mais d'une façon discrète, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur des secteurs qui sont vierges encore, et le terrain du miracle non seulement il est fait, je crois, pour à la fois un journaliste curieux et un documentariste passionné. Parce que le miracle, il n'y a rien de plus questionnant, il n'y a rien de plus déroutant, et on est dans un film à chaque fois, quoi. Et à chaque fois, quand vous voyez, j'avais eu un petit avant-goût de ce qu'était un miracle avec mon enquête sur les miracles de Lourdes. Enfin, c'est juste phénoménal. Et ce qui est bien aussi avec cette thématique, c'est que ça nous ramène à notre petitesse quand même, hein. Restons humbles parce que on a tout à apprendre, vraiment tout. Quand on sait qu'aujourd'hui, les scientifiques ne connaissent à peine 20% de la capacité du cerveau humain. Et voilà, et puis encore une fois, voilà, la nature est là pour nous apprendre à rester humble. Et je trouve que d'aller un petit peu dans ces zones sur le miracle qui n'ont jamais été vraiment travaillées par des journalistes ou des documentaristes, voire même par des hommes de cinéma, sauf pour en faire des trucs complètement dérisoires, ça valait le coup. Et c'est ça qui me plaît, c'est encore une fois de faire ce que les autres ne font pas. Et donc, c'est aussi un appel à l'humilité, c'est aussi un questionnement, on le voit bien dans l'introduction du documentaire, hein, c'est un questionnement aussi sur le scientisme, hein, sur cette science aujourd'hui qui est devenue presque une religion, qui a la prétention de tout expliquer, et cet équilibre aujourd'hui entre le monde rationnel et irrationnel qui est totalement déséquilibré dans notre époque au XXIe siècle. Donc, j'ai introduit notre entretien en lisant les synopsis, hein, donc de ton œuvre Miracle, et on apprend donc que c'est une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Est-ce que, avant de rentrer plus précisément dans chacun de ces miracles, tu pourrais nous présenter très rapidement ces 3 énigmes en quelques phrases, et aussi pourquoi tu as fait le choix de ces mystères précisément et pas d'autres mystères? Alors, d'abord, présenter rapidement, il s'agit de deux morceaux de tissu, mais deux morceaux de tissu qui auraient pu changer le monde, quoi, si on y avait vraiment fait attention. L'un, c'est le linceul de Turin. Le linceul de Turin a-t-il 2000 ans? A-t-il enveloppé le corps de Jésus de Nazareth? Le linceul de Turin, c'est la tunique la plus étudiée au monde, hein. Il y a plus de 500 000 heures d'analyse scientifique. Et un autre bout de tissu qui est le pancho d'un Indien du XVIe siècle, sur lequel est apparu et s'est imprimé une photographie d'une vierge enceinte, une vierge métisse. Ça aussi, c'est questionnant. On est au XVIe siècle, hein. Kodak n'existait pas, et il y a une photographie d'une vierge, et on ignore encore aujourd'hui l'origine des pigments. C'est des pigments qui ne sont d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. Donc, il reste plus grand-chose. Donc, on a deux bouts de tissu, et on a un écrit, on a une œuvre qui est juste une œuvre monumentale, qui a été écrite en pleine guerre, sous les bombes, en 1943 jusqu'à 1947, par une Italienne qui a été clouée dans son lit et qui a écrit d'une seule traite, quasiment, 15 000 pages, sans aucune rayure, aucune rature, avec 700 personnages. C'est une histoire de dingue. Voilà. Elle raconte, et qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte la vie du Nazaréen, de Jésus de Nazareth, il y a 2000 ans. C'est une plongée, c'est un retour en arrière, et là, c'est vraiment une caméra et un micro il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans? Et c'est vraiment bluffant. Donc, et je fais un lien, en fait, l'idée, dans un documentaire cinéma, c'est de trouver une narration pour lier ces trois miracles. Donc, ils sont liés, mais je ne vais pas révéler la fin du film. Voilà.
Ce que je te propose, avant qu'on rentre un peu plus précisément dans chacun de ces miracles, même si évidemment on va pas raconter tout ce qu'il y a dans le film, mais voilà, il y a Mmh. eu beaucoup d'experts qui ont été consultés évidemment pour réaliser cette œuvre. Donc tu vas quand même nous donner quelques éléments pour nous mettre l'eau à la bouche et espérer que ce film rencontre un succès dans les cinémas. En tout cas, moi, il m'a énormément plu, sincèrement, surtout dans cette période hein, qui est vraiment très Ouais, c'est anxiogène, je le gentil. disais. Ça fait vraiment du bien de pouvoir réouvrir la porte d'autres imaginaires. Donc je te propose qu'on regarde la bande-annonce hein, qui dure 2-3 minutes et comme ça, ensuite, on reprendra chaque miracle les uns après les autres. À tout de suite, Pierre. Personne, aucun cerveau humain n'a réussi à ce jour à écrire une œuvre avec 750 personnages qui, par ailleurs, ont tous réellement existé. J'ouvre le livre, c'est authentique. Mon orgueil de scientifique a été totalement écrasé à ce moment-là. On est vraiment devant un objet impossible, têtu, qui n'arrête pas de parler, et de parler aux scientifiques, parce que ça leur est vraiment, vraiment destiné. Ça n'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. C'est 16 000 pages de cahiers manuscrits. C'est une caméra et c'est un micro qui a été plongé dans le temps et dans l'espace. En las dos córneas aparecen 13 pequeñas imágenes. Pueden ser reconocidas históricamente. C'est tellement vertigineux, tous nos repères volent en éclats. Or, on a deux camps, les pros et les anti. Et je vois pas l'intérêt d'être pro ou anti. On est scientifique ou on l'est pas. Je me suis souvent dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle animosité visible contre le linceul ? C'est vraiment le jour et la nuit, ces deux tissus. Chaque élément est vérifié scientifiquement. On a toutes les preuves depuis 2005 que la datation n'est pas fausse, elle est invalide. C'est quand même un ensemble de découvertes scientifiques absolument incroyables. Et c'est pas contestable, c'est pas contestable. Voilà, donc prochainement au cinéma, c'est lundi prochain, le 10 avril. Et donc maintenant, je te propose, Pierre, après cette belle bande-annonce, d'aborder chacune de ces 3 énigmes les unes après les autres. Donc le premier mystère de ton enquête, hein, est peut-être celui le plus connu du grand public. Quand je dis connu, c'est juste qu'on en a entendu parler, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments dessus. Hein. C'est quand même un sujet de spécialiste ou de passionné. Donc c'est le suaire de Turin, appelé aussi le linceul de Turin. En fait, c'est un drap de lin jauni de 4,42 m de long, 1,13 m de large, montrant l'image floue d'un homme présentant des traces de blessures compatibles avec une crucifixion. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Celui-là suscitera donc de la curiosité, j'espère. J'en suis sûr. En tout cas, moi, ça a été mon cas. En dire plus sur le linceul de Turin. Enfin, le linceul de Turin, il y aurait une série policière. C'est un roman policier. C'est juste, c'est hallucinant. Toutes les recherches, il faut savoir que c'est vraiment le drap le plus étudié au monde. Il y a eu plus de 500 000 heures d'analyse scientifique. 500 000 heures mis bout à bout, ça fait 51 années de travail. Et ce qui est juste fabuleux, c'est que ce linceul, c'est un négatif. Un négatif. Ça veut dire que quand le fameux Secondo Pia avait pris une photo fin du Xe siècle pour aller photographier le Saint-Suaire, il a vu tout d'un coup apparaître l'image de cet homme du Suaire qui a révolutionné, qui a interpellé le monde entier. Et voilà, il y a tellement de choses à dire, ne serait-ce que sur le tracé, comment ce lin, ce tissu est arrivé, ce tissu en lin est arrivé jusqu'en France. Tout ce qu'il a traversé, les incendies, il y a eu des attentats, il aurait jamais dû être là aujourd'hui, puisqu'il a quand même survécu à plusieurs attentats. Et surtout, ce qui était intéressant, ce qui m'a interrogé, c'est la fameuse analyse au carbone 14 qui a eu lieu en 88 et qui a définitivement figé
le linceul comme étant un faux du Moyen-Âge. Enfin, c'est pathétique. Et là, ça m'a interpellé. Donc là, j'ai essayé de creuser un petit peu, savoir pourquoi il y avait eu cette analyse au carbone cathode et surtout les dessous de cette analyse. Voilà. Donc ça a été également pour moi une vraie enquête pour essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup le Vatican avait changé le protocole. Enfin bref, il y a tellement de choses à raconter et je crois qu'il y aurait une vraie série à faire sur ce linceul. Merci de rappeler aussi cette étude de 88 sur le carbone 14 qui a été remis en question, donc qui est une question qui est abordée dans le documentaire. Et donc voilà, encore, tu as réussi à travers cette enquête à montrer des incohérences, des changements de protocole de dernière minute, des communications publiques du Vatican qui étaient très ambiguës. Et cette volonté, en fait, on va dire, d'effacer, d'oublier ce linceul qui ouvrait des questionnements. Évidemment, la datation du XIIe siècle, je crois, qui a été faite au carbone 14, permettait de mettre au placard, on va dire, plein d'autres théories par rapport au fait que ça serait ce négatif à l'époque de Jésus-Christ. Donc. Mais si ça avait été, le pire, c'est que c'est juste du bon sens, encore une fois. Hein, et je ne comprends pas qu'en 88, il n'y ait pas eu plus de réactions par rapport à cette analyse. Parce que si vraiment ce linceul datait du Moyen-Âge, mais il serait encore plus miraculeux. Parce que comment faire un négatif au Moyen-Âge ? Enfin, même l'idée du négatif n'existait pas à l'époque. Donc, c'est pas possible. C'est humainement impossible de faire un négatif au Moyen-Âge, puisque le négatif, on l'a découvert grâce à la photo. Donc, vous voyez, il y a tellement d'incohérences dans tout ce qui entoure le linceul de Turin, et surtout, encore une fois, c'est vrai que j'aimais bien dans la bande-annonce Tatiana, qui est une artiste, qui dit mais pourquoi il y a autant d'animosité envers ce bout de tissu? Si ça avait été un bout de tissu d'un pharaon, il n'y aurait aucun problème, quoi. Mais effectivement, cet homme est particulier. Il a changé le monde, on peut le dire, quoi. On est en 2023 après lui quand même, donc c'est quand même quelqu'un qui a marqué le monde. On est dans les vacances de printemps, mais c'est Pâques, quoi. Donc il faut rappeler que voilà, c'est quand même quelqu'un qui a marqué son empreinte dans notre vie depuis 2000 ans. Et à cette question, pourquoi y a-t-il autant d'animosité visible contre le linceul? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de réponse par certains experts que tu as interviewés dans le documentaire? Non, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Il y a certainement une explication, c'est un peu ce que je dis un petit peu, enfin, ce que je laisse percevoir dans ce film, c'est on est vraiment dans un combat qui nous dépasse, quoi. Parce que comment en vouloir, comment essayer de brûler, comment essayer de détruire une relique, enfin, ça gêne personne. On est d'accord, ça fait pas de mal. C'est un objet, un objet archéologique qu'on étudie. Pourquoi vouloir le détruire si ce n'est que l'irruption de forces contraires, quoi. On est vraiment, je pense, dans un vrai combat entre le bien et le mal. Enfin, c'est ce que moi, ça c'est à titre personnel, c'est ce que je pense. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas eu de réponse à cette question. Et d'ailleurs, c'est une question aussi que tu soulèves, hein, entre ce combat entre le bien et le mal. Et pour montrer toute cette dimension mystérieuse, il y a cet extrait aussi dans la bande-annonce où il y a un des experts qui dit ce n'est ni d'origine minérale, ni animale, ni végétale. Donc, c'est vraiment un mystère encore pour la science. Et vive les mystères dans ce monde où l'être humain veut tout contrôler, tout comprendre et a la prétention de tout maîtriser dans son environnement. Je te propose de passer donc au deuxième mystère qui est abordé. Donc là, on va changer de continent, on va traverser l'Atlantique pour aller vers l'Amérique latine, au Mexique précisément, avec le mystère de Notre-Dame de Guadalupe ou Vierge de Guadalupe. Donc, comme je disais, c'est au Mexique, c'est le nom donné à la Vierge Marie qui serait apparue, selon la tradition, à un indigène au Mexique qui s'appelle Juan Diego en 1531. Juste pour planter un peu le décor, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ouvrir quelques portes, quelques questionnements sur ce second mystère incroyable et miraculeux que tu abordes à cette enquête? Bah là, c'est pareil. Il faut se remettre dans le contexte. On est en 1531. On a un jeune Indien fraîchement converti par les Espagnols et tout d'un coup, la Vierge lui apparaît, lui demandant d'aller construire une église à cet endroit-là. Donc lui, il s'est dit, mais moi, je suis personne. Donc il va quand même, vas-y, va voir l'évêque. Et puis
Et puis la Vierge lui indique un champ de roses où il y a des roses. À l'époque, il n'y avait pas ce genre de fleurs qui poussaient puisqu'on était en plein hiver. Et il apporte ces roses à l'évêque en question. Et là, l'évêque tombe à genoux, non pas à cause des roses, mais parce que tout d'un coup, sur son poncho, enfin son poncho de l'époque, il y a une photographie qui est apparue. Voilà. Et cette photographie aujourd'hui, elle est toujours là, le poncho est toujours là, alors qu'il était en fibre végétale, il aurait dû disparaître au bout de 20 ans. Et que cette image de la Vierge Marie, aujourd'hui, porte toute la culture latino-américaine. Et que cette culture latino-américaine, aujourd'hui, c'est quand même, ça fait une grande composante des États-Unis. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette figure mariale a transformé en profondeur, on va dire, la mentalité américaine, qui est une mentalité binaire. Pourquoi ? Parce que cette Vierge, c'est une Vierge métisse. Le métissage, le compromis. Et dans une société américaine, il n'y a pas de compromis. C'est blanc, c'est noir, voilà, il y a une dichotomie qui fait que le compromis n'existe pas. Et ce qui était intéressant, donc là on rentre dans des débats un petit peu, on va dire, sociologiques, mais c'est de voir comment ce phénomène complètement miraculeux, et aujourd'hui sur lequel s'est cassé quand même le nez un prix Nobel de chimie, pas rien, hein, donc en disant bah non, moi j'ai pas d'explication, je ne sais pas comment ces pigments sont apparus, donc on est dans un mystère total, et de voir qu'aujourd'hui, Notre-Dame de Guadeloupe, derrière Notre-Dame de Guadeloupe, il y a des millions de latinos américains, qui est l'une des premières composantes aujourd'hui des États-Unis d'Amérique. Donc oui, c'était intéressant de s'y plonger, c'était intéressant d'essayer de comprendre, d'autant plus qu'on avait quand même un prix Nobel qui avait travaillé sur le sujet. Donc un prix Nobel, on peut dire qu'il est censé avoir quelques connaissances scientifiques pour examiner ce bout de tissu, qui est un bout de tissu de vie. On a un linge de vie et un linge de mort d'un côté. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ces deux linges. Et d'ailleurs, il y a plein de phénomènes qui sont montrés, qui sont abordés dans le documentaire. Par exemple, il y a la représentation du ciel à plate qui est faite quasiment parfaitement sur les étoiles et les constellations. Et c'est aussi, je l'ai appris grâce au documentaire, c'est le premier lieu de pèlerinage dans le monde. C'est vraiment des millions et des millions de personnes chaque année qui se déplacent pour voir ce Pancho. 7 millions, c'est le jour anniversaire de l'apparition, c'était le 12 décembre. Il y a 7 millions entre 7 et 8 millions de personnes qui sont à Mexico, donc pour fêter Notre-Dame de Guadeloupe. Non, c'est juste colossal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir effectivement l'impact qu'a eu cette apparition et dans la transformation en profondeur au niveau des mentalités, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, que ce soit dans le linceul ou dans la tilma de Guadeloupe, c'est que ce sont des miracles qui ont été faits non pas pour le 15e siècle, le 16e siècle ou le 17e siècle, mais ces miracles ont été faits pour nous autres, aujourd'hui, pour les hommes du 21e siècle. C'est intéressant, non ? Parce qu'en fait, c'est avec toute la technologie que l'on a aujourd'hui qu'on découvre encore aujourd'hui des choses complètement hallucinantes. C'est-à-dire que on n'en finit pas de découvrir des faits qui défient toute science et qui continuent d'interroger notre petite humanité, on va dire ça comme ça. C'est ce que dit d'ailleurs une des personnes interviewées. Il dit qu'aujourd'hui, ces mystères sont là pour parler aux scientifiques du 21e siècle. C'est vraiment, ça ouvre plus de questions que de réponses, mais d'un côté, tant mieux aussi. Donc, c'est un vrai film d'actualité. C'est-à-dire que c'était vraiment un film qui était fait pour le 21e siècle. Pour les gens, pour les hommes du 21e siècle, dont on mesure aujourd'hui l'arrogance à travers ce que l'on vient de vivre, à travers le transhumanisme qui fleurit de partout, à travers, pardon, là je digresse un petit peu, mais quand on voit que il y a des fous furieux qui sont en train qui ont réussi le clonage humain. On parle du clonage humain aujourd'hui, c'est juste terrifiant. Il y a eu un 3e sommet mondial dernièrement à Londres sur le génome humain pour essayer d'encadrer des choses dont on maîtrise rien, quoi, en fait. On maîtrise rien et effectivement, on commence à fabriquer des êtres qui sont... On ne sait pas ce que c'est, mais le clonage humain est fait. Et de sortir ce film dans ce contexte-là, pour moi, est intéressant. Voilà. Clairement.
pour nous questionner encore une fois à travers Absolument. notre époque où l'homme malheureusement se prend pour Dieu. En tout cas, chacun donnera les réponses qu'il veut y apporter. Je te Bien propose de sûr. partir vers le troisième mystère, le troisième miracle abordé. Donc, c'est les écrits de Maria Valtorta. Voilà, donc là, on revient en Europe. Hein, c'est la dernière énigme. Enfin, elles sont abordées les unes, pas forcément après les autres dans le documentaire. Mais voilà, donc c'est la dernière énigme sur laquelle tu as investigué. Donc, Maria Valtorta, c'est une Italienne qui est née à Caserte en Italie en 1897 et qui est morte en 1961 en Toscane et qui aurait été une visionnaire et mystique laïque italienne. Donc. Et à partir de 1943, tu nous en parlais tout d'abord au tout début de l'interview, elle a donc transcrit dans des cahiers les visions et les dictées qu'elle aurait dit, qu'elle dit recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, sur ce troisième mystère qui, encore une fois, hein, c'est vraiment fantastique et inexplicable. On n'a pas forcément les réponses, mais voilà, encore une fois, j'aime ces mystères qui vous déportent. Bah, il faut juste imaginer la scène. On est en pleine guerre, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Il y a un petit bout de bonne femme, une Italienne, qui est assise, qui est malade, qui est dans son lit et qui va écrire, sans aucune rayure, hein, aucune rature. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit 2-3 lettres. Bah, voilà, aucune rayure, aucune rature. Elle va écrire 16 000 pages. Vous imaginez 16 000 pages? Et dans ces 16 000 pages, elle raconte toute la vie du fameux Nazaréen, Jésus de Nazareth, et dans le désordre en plus. C'est pas dans le même ordre. C'est-à-dire que vous allez passer, je ne sais pas, de sa passion à sa naissance ou même avant. Et quand vous vraiment lisez cette alors moi j'ai pas tout lu, hein, j'ai quand même lu un volume sur les 10. Vous êtes dans un film, pareil, vous êtes dans un vrai film de scénario, c'est-à-dire que le scénario est écrit déjà. Et moi, je pense qu'il y aurait une vraie série à faire aussi là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est déroutant parce qu'il y a plus de 26 000 faits historiques, botaniques, géologiques qui ont été vérifiés par des scientifiques sur place. Ils sont allés voir sur place si ce qu'elle racontait était en conformité avec la réalité. Parce qu'il faut savoir que Maria Valtorta n'est jamais allée en Palestine. Elle ne connaît pas la Palestine. Et là, elle décrit tout, les moindres choses, les villes, les noms, les personnages, les lieux. Même le ciel, grâce parfois. à elle, même, ouais, le ciel, et grâce à elle, on a même mis au jour des sites archéologiques. Ouais, je pense que c'est vertigineux. C'est vertigineux pour notre humanité qui veut tout contrôler, qui veut tout savoir. Ça fait du bien, en fait. Ça fait plaisir de savoir que, bah non. Bah non. Il faut être beaucoup plus humble, je pense. Clairement. Et encore une petite question, c'est une phrase qui m'a marqué, qui est d'ailleurs dans la bande-annonce. Hein. Il y a pas mal de phrases qui m'ont marqué dans le film qui sont dans la bande-annonce. À un moment, il y a une personne interviewée qui dit « On a deux camps, les pros et les anti. Je ne vois pas l'intérêt d'être pro ou anti. On est scientifique ou on ne l'est pas. » Voilà, donc c'est une phrase ambivalente parce qu'à la fois, derrière cette phrase que je ressors du documentaire, je voulais questionner ton regard sur aujourd'hui notre époque où la science prend beaucoup de place. On parle de scientisme, hein, j'en parlais tout à l'heure, qui est une forme de religion. Et donc à la fois, il utilise cet argument scientifique pour pouvoir donner du poids, de la légitimité, de la crédibilité, de l'intérêt à ces mystères-là. Donc voilà, c'est une double question. À la fois peut-être une dimension dissonante un peu dans cette phrase et à la fois une question plus sur ton regard par rapport à la science dans notre époque. Bah, c'est évident qu'aujourd'hui, tout a été corrompu par l'argent. Donc, quand on dit on est scientifique, on ne l'est pas. Oui, si on est scientifique, on n'est pas là pour la religion, on est là pour faire son travail en toute honnêteté. Mais à partir du moment où vous avez de l'argent qui dit bah non, tu vas pas faire ton travail, je te demande de pas le faire parce que ça ne m'arrange pas que tu le fasses bien. Donc voilà, si vous avez des gens qui corrompent d'autres personnes dans leur travail, ça vaut exactement pour la presse. Un scientifique qui est rigoureux, il n'y a aucun souci. Un journaliste qui est rigoureux, qui cherche la vérité, normalement, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où vous avez un troisième élément qui arrive, qui est l'argent, et qui va tout corrompre, ben voilà, on est aujourd'hui avec d'un côté des journalistes qui sont des grands prêtres ou des grands religieux et qui vous donnent des leçons de morale et qui perdent complètement cette quête cette curiosité et aussi cette recherche de vérité. Et de l'autre côté, vous avez des scientifiques qui font des choses justes ou qui disent des choses qui sont à l'encontre même du bon sens que n'importe quel Pékin pourrait dire bah non, ça peut pas être ça. L'histoire du linceul, c'est ça. Ce que la science a dit à propos de la décision des trois labos de dire que c'est assurément un faux médiéval, ça n'a rien de scientifique. Donc oui, il y a des dérives et ces dérives-là, elles datent pas d'aujourd'hui et ça
ça fait des décennies, hein. Regardez l'affaire du Lancet, regardez aujourd'hui, enfin, c'est impressionnant de voir qu'en moins de 30 ans, 30-40, tout a changé, quoi. À la fois, les journalistes aujourd'hui ne font plus leur travail, ils n'ont plus de curiosité, ils lisent des dépêches et ils sont dans du dogme. Et la science est dans du dogme également. On a deux religions qui s'opposent. Voilà. On a des grands prêtres d'un côté, qui sont les journalistes, qui vous disent ce qui est bien, ce qui est mal, qui donnent des leçons de morale à tout va. Et de l'autre côté, on a des scientifiques qui disent, voilà, ça c'est ça la science. Ben non, la science, c'est toujours se questionner, de se remettre en question. Et un journaliste, c'est juste quelqu'un normalement, qui est curieux et qui essaye de comprendre et qui essaye de poser des questions. Mais aujourd'hui, le journaliste ne pose plus de questions. Il vous dit lui-même, ça, c'est bien, ça, c'est mal. C'est juste insupportable. Enfin, voilà, quoi. Mais ça, et c'est pour ça que c'était bien un petit peu, ça m'a fait... moi, j'ai beaucoup appris également en travaillant ces 3 énigmes, et ça permet de relativiser beaucoup de choses. Et c'est connecté avec l'actualité, hein, comme tu le dis, depuis 30 ans, cette dérive des dogmes, de cette pensée unique qui nous dit comment bien penser ou quelle est la mauvaise pensée. Et bien au final, à travers un film qui est totalement décalé, qui parle de miracles, qui parle d'histoire, de mystère, et ben en fait, ça questionne aussi ces éléments-là de notre société qui sont au cœur aussi de la problématique, je pense. Donc après avoir abordé donc, le documentaire Miracle, hein, on prendra peut-être quelques commentaires à la fin de l'émission des internautes, donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Et donc ces 3 énigmes restées scientifiquement expliquées, j'aimerais te poser des questions un peu plus d'ouverture. Penses-tu que des miracles d'une envergure relativement similaire, tels que les 3 que tu as abordés, pourraient avoir lieu à notre époque ou prochainement? Évidemment, tu n'as pas la réponse, hein, tu n'es pas voyant, mais en regardant Miracle, j'envisageais l'hypothèse que ton documentaire est peut-être là pour préparer les gens à démêler le vrai du faux face à des événements potentiels à venir. Face à des éléments potentiels, voilà, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne pourrais pas dire ça, mais en revanche, merci de ta question, parce que moi, le miracle, il est sous nos yeux tous les jours, quoi. Mais tous les jours. Mais regardez, on est à l'époque des semis en ce moment, quand vous voyez ces germinations, ce petit bout de plante, ces petites feuilles qui sortent de terre et qui vont devenir un baobab, donc un arbre qui va vivre pendant 2000 ans et qui va se nourrir que de flotte. Enfin, ça devrait questionner tout le monde. Donc là, l'idée à travers ce film, c'est de dire mais ouvrez vos yeux, quoi. Ouvrez vos yeux, le miracle, il est partout. Il est partout. Regardez les plantes, regardez la nature, elle nous donne tout, et puis elle se régénère, hein. Elle meurt, elle naît, elle remeurt, elle revit. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. Donc le miracle, oui, peut-être qu'il y aura des choses absolument incroyables, mais ce qui est bien, moi, le souhait que je souhaiterais, enfin le souhait que j'aimerais à travers ce film et que j'aimerais que les gens perçoivent, c'est de retrouver la capacité d'émerveillement qu'on a perdue. On s'émerveille de moins en moins parce que voilà, vous savez, aujourd'hui l'homme du 21e siècle, il est comme ça, il a la tête basse parce qu'il regarde son portable et voilà. Et alors que s'il regardait juste un petit peu, qu'il faisait attention un petit peu à encore une fois, moi mon modèle c'est la nature, hein, c'est la nature, elle nous donne tout, et puis elle est gratuite, hein. Elle est gratuite, hein. Allez manger un billet de 10 €, hein, ça nourrit pas, tandis que la nature qui nous donne tout, c'est encore une fois, c'est gratos, quoi. Donc voilà, le miracle, il est permanent, il est sous nos yeux, quoi. Maintenant, compliqué, hein, compliqué quand on est complètement assommé par toute cette publicité, on devient un produit marchand et on n'a même plus la capacité de s'émerveiller de tout ça. Ben voilà. Je peux rien dire d'autre. Pardon, j'ai peut-être mal répondu à ta question. Non, pas du tout. Et au contraire, voilà. ça fait penser au commentaire de Catherine, hein, qui dit « Le miracle est déjà que nous existons ». Voilà, ça fait plaisir de voir cette communauté qui est dans l'ouverture et qui se pose des questions aussi. Merci. Le cœur, il n'a pas de prise. Et pourtant, il bat tous les jours. Enfin, je veux dire, le corps humain à lui seul est juste hallucinant, quoi. 98% de flotte, parce que dans le quantique, voilà, c'est... Enfin bref. Mais voilà, la capacité d'émerveillement, moi, c'est ce qui me perturbe le plus, notamment chez des enfants qui n'ont plus qui ne s'émerveillent plus de rien aujourd'hui. Ça, c'est triste. Moi, ça me fait de la peine. Parce qu'ils sont tellement, voilà. Qui prend tant de place. Voilà. Et ça, c'est
Ça, c'est une arme de destruction massive, ça, Akina, pour moi. Le portable, c'est vraiment une arme de destruction massive. Et si demain, on arrivait à tous jeter nos portables devant l'Élysée, ça serait bien. Pardon. J'aimerais moi aussi, Pierre, comme tu sais bien le faire, te poser une question un peu plus sensible, hein, sur un sujet plus clivant, voire polémique. C'est concernant la franc-maçonnerie, parce qu'elle est abordée rapidement dans le documentaire. Donc c'est une question un peu plus de fond, hein, d'ouverture. Donc penses-tu que son influence, elle est exclusivement négative et qu'elle n'avait que pour simple but de détruire l'Église? Ou y avait-il aussi peut-être un réel besoin à l'époque de sortir de certains dogmes imposés, comme ça peut l'être d'ailleurs actuellement avec le scientisme ou la doxa? Et même si on le sait aujourd'hui, la franc-maçonnerie est devenue une plateforme de copinage, d'ascenseur social, de corruption, mais n'avait-elle pas une ou d'autres vocations? Voilà, je précise, je ne suis pas franc-maçon. Moi, on me l'a souvent proposé, mais je dis, ben non, parce que moi, la culture du secret, moi, ça me fait peur. Et puis, je trouve que c'est antinomique à la recherche de la vérité. On ne peut pas être libre et être lié par un secret. Donc ça, pour moi, c'est un vrai questionnement. Sur la franc-maçonnerie, alors, je ne suis pas du tout expert de la franc-maçonnerie. Alors, j'ai lu quelques livres. J'ai interrogé quelques anciens francs-maçons. Maintenant, voilà, vous avez... c'est sûr que l'importance de la franc-maçonnerie au niveau politique, quand vous voyez tous ces hommes politiques aller faire allégeance, aller regarder au Grand Orient pour savoir s'ils allaient être adoubés par la franc-maçonnerie, par le Grand Orient de France, moi je trouve ça juste pathétique. Et il y a une chose, moi, qui me questionne plus, mais que je trouve un peu scandaleux, c'est comment on peut être libre et être lié par un secret. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas être libre et être lié par un secret. Et moi, on a été pour le lever du secret bancaire, moi je suis pour le lever du secret des francs-maçons. Arrêtez de vous cacher derrière un secret, messieurs. On sait très bien qu'il y a des lois qui ont été faites qui ont été écrites sur des planches du Grand Orient de France. Moi, vous ne pouvez pas être un journaliste phare de TF1 ou de France 2 si vous êtes lié à une loge. C'est pas possible pour moi. Vous ne pouvez pas être lié par un secret et en même temps vous dire libre et puis en même temps de prendre les conseils de vos amis. Moi, j'ai rien du tout contre les francs-maçons. Ils ont certainement fait. Il y a des gens qui sont moi, j'ai de très bons amis francs-maçons et ça me pose aucun problème. Moi, ce qui me choque le plus, c'est l'idéologie, c'est le dogme. Et à travers mes reportages, je l'avais déjà montré comment effectivement la franc-maçonnerie avait tenu à infiltrer le Vatican. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie, c'est clair, elle veut ce fameux gouvernement mondial. Et aujourd'hui, ça y est, on en parle. Ça y est, c'est clair, maintenant, c'est plus un tabou. Mais la seule institution aujourd'hui encore en place depuis 2000 ans, c'est l'Église, le Vatican. Donc on comprend, moi je me mets à la place de franc-maçon qui veut absolument acquérir le pouvoir d'une façon déterminante. Je fais tout pour essayer d'infiltrer le premier pouvoir, le premier gouvernement mondial qui est en place depuis 2000 ans, c'est l'Église. Donc tout ça, je le comprends. Maintenant, et qu'il y ait des francs-maçons, moi j'ai des amis francs-maçons qui sont des super potes, et on s'entend très bien, ça me pose pas de problème. Mais de dénoncer voilà, l'avancée masquée, regardez, moi j'en ai parlé dans Hold On ou Hold Out. Et puis si ces gens-là travaillaient vraiment pour le bien, quand je dis ces gens-là, certaines personnes, encore une fois, hein, je vise personne, mais si vraiment cette caste ou cette association travaillait pour le bien, pourquoi se cacher? Pourquoi se cacher? Le groupe Bilderberg qui les réunit chaque année dans une ville qui bloque tout le monde, alors qu'on sait très bien que les décisions qui sont prises sont tenues au grand secret. Pourquoi ils se cachent, mon Dieu? S'ils travaillaient vraiment pour le bien de notre humanité, c'est fantastique, on devrait les remercier. Merci pour vos travaux, mais montrez-les-nous. Voilà, donc moi, cette culture du secret, pour moi, est antinomique d'abord à la vérité et à la recherche de vérité. Merci de rappeler la recherche de vérité et merci pour ta transparence aussi et ta liberté de parole pour cette question un peu sensible. Akina, moi j'ai l'habitude, pardon, hein, je te coupe, moi j'ai l'habitude, il n'y a jamais de mauvaise question. Il n'y a jamais de mauvaise question et que des personnes qui ne savent pas y répondre.
Donc, et puis c'est bien que tu me la poses d'ailleurs, c'est bien, parce que voilà, mais bon, voilà, pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème, on est ensemble, ça fait plaisir. Et donc, cette œuvre miracle, elle m'a évidemment fait penser au documentaire M et le troisième secret, tu en parlais tout à l'heure, que tu avais réalisé en 2014 aussi, qui est un film magnifique que je conseille à tout le monde pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ce dernier, donc, il mettait en lumière des miracles inexplicables sur différents continents, autour des apparitions de la Vierge Marie, et plus particulièrement celle de Fatima en 1917, qui est emblématique au Portugal, avec des milliers de témoins, des journalistes, assez incroyable cette histoire que j'ai découvert grâce à toi. Et donc, au cours de ces enquêtes, de ces voyages et des nombreuses rencontres que tu as fait avec des experts, des gens passionnés, que tout ça t'a permis, as-tu entendu parler de miracles similaires dans d'autres religions? C'est une bonne question. Non. Non, enfin, similaire. Il doit y en avoir certainement. J'ai cherché. Quand j'avais réalisé Thanatos, je m'étais intéressé à un expert iranien qui avait fait des études sur les expériences de mort imminente, et je voulais vraiment, parce que les expériences de mort, savoir qu'est-ce que dans une culture musulmane, des musulmans qui étaient déclarés morts et qui revenaient à la vie, qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Donc j'avais vraiment voulu en savoir davantage sur ces, et malheureusement, enfin bref, on n'a pas pu aller tourner là-bas pour des raisons purement techniques de visa. Mais une chose est sûre, c'est que le seul organisme au monde qui traite ces miracles d'une façon rigoureuse avec des scientifiques du monde entier, quelle que soit leur religion, c'est le bureau médical de Lourdes. Donc Lourdes, c'est vraiment, c'est unique au monde, et je pense qu'il n'y en a pas d'autres, en tout cas, ça c'est certain. Mais moi, je rêve de découvrir d'autres miracles dans des cultures, peut-être des cultures bouddhistes ou hindouistes ou musulmanes, mais il doit certainement y en avoir. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, moi, ça m'aurait fait plaisir de rencontrer cet Iranien pour en savoir un peu plus. Mais voilà, j'ai pas pu malheureusement me rendre avec mon équipe. C'était compliqué parce qu'on voulait tourner avec des drones. Et voilà, on n'a pas pu avoir le fameux visa. Et d'ailleurs, je te donne peut-être une piste de François Bleuet, un habitué du média Information. Il dit avec le maître Sai Baba, il y a eu des miracles encore plus étonnants, mais moins collectifs. Voilà, donc peut-être à retenir maître Sai Baba, et on pourra creuser ça peut-être pour Bien l'avenir. sûr. Et donc, en préparant notre entretien de ce soir, j'ai visionné la capsule que vous avez faite, qui dure quelques minutes, sur votre chaîne T-Prod, qui a été tournée lors de l'avant-première à Paris, donc je le disais, qui a eu lieu au Grand Rex le 25 mars dernier. Et donc, il y avait plein de monde, c'était vraiment un véritable succès. Mais à un moment, tu interviens dans la vidéo, et donc tu es sur scène, enfin devant le grand écran, et tu dis merci, merci. Et on voit que tu n'es pas forcément très à l'aise, c'est très émouvant. Je suis vraiment pétrifié. Pour plusieurs raisons, c'est parce que c'est mon dernier film pour les salles. Et là, ça coupe. Alors, c'est vrai, c'est ta dernière œuvre. On a du mal à y croire après plus de 25 ans de réalisation et de production. Et donc, si c'est le cas, quels sont les prochains projets, si ce n'est pas indiscret? Vous m'entendez là ou pas? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Écoute, oui, c'est pas un effet d'annonce pour dire coucou, je m'en vais, mais je reviens. Non, je pense qu'il y a beaucoup de. Ça fait 12 ans en fait que je travaille pour faire des documentaires cinéma, et c'est bien parce que ça vous laisse une liberté totale. Vous vous affranchissez de tout. Mais ce qui est le plus moi, ce qui a commencé vraiment à me fatiguer, c'est cette recherche de financement. C'est-à-dire que vous passez votre temps à chercher du financement. Moi, je travaille pas. Enfin, malheureusement, j'ai jamais eu vraiment de vraies subventions avec du service public. Je sais qu'il y a des gens, des réalisateurs très connus ou moins connus, mais qui réussissent à avoir des subventions grâce au CNC, que je remercie, qui ont 500 000 euros en frais en avance sur recette, et qui vont faire des films très bien, mais qui vont peu importe le résultat, même s'ils font 30 000 ou 50 000 entrées, avec des budgets de 5 millions. Moi, je rame beaucoup pour trouver des privés qui me font confiance. Et même si mes films marchent très bien en salle, puisqu'on arrivait à faire plus de 60 000 entrées, ce qui est colossal, il faut savoir que, je sais pas, 90% des films qui sortent en salle ne dépassent pas les 15 000 entrées, et avec des budgets entre 3, 4, 5 millions d'euros de budget. Donc, voilà, je me sens un petit peu essoufflé à la fois aller chercher du financement et de pas avoir quasiment pas beaucoup de moyens, quoi. Donc, je pense être le producteur et les réalisateurs qui fabriquent des documentaires cinéma les moins chers de France, ça c'est évident.
C'est pour ça qu'encore une fois, quand on m'est tombé dessus avec Hold Up, ça m'a vraiment fait sourire, quoi. Ça montrait vraiment que les journalistes ne connaissent rien du tout du commentaire le long métrage, mais peu importe. Et la malhonnêteté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste deux projets à terminer que j'ai déjà commencé. En 2019, j'avais commencé une belle écriture d'un film. Je ne sais pas si je vais le terminer, qui s'appelle Symphonie de Pierre, qui est sur les bâtisseurs de cathédrales, tu vois. Donc, on parlera encore bien sûr des maçons là, parce qu'ils ont quand même été artisans de ces cathédrales. Donc, je voulais rendre hommage à ces bâtisseurs de cathédrales, qui pour moi, on parle de miracle. Il suffit juste de regarder Notre-Dame ou de regarder n'importe quelle petite basilique en France. Ça, si ça vous donne pas parce qu'on serait incapable aujourd'hui, avec tout l'or du monde, de refaire ce genre de monument, hein. Donc c'est déjà pour moi des petits miracles, ils sont pas ambulants, puisque là ils sont bien enracinés, mais des miracles visibles par tout le monde. Donc voilà, j'avais ce dossier-là que je veux essayer de terminer, mais je sais pas de quelle façon. Et l'autre façon, et l'autre chose, c'est que je veux vraiment passer beaucoup plus de temps sur mon agence de presse, qui est Citizen Light, qui est une vraie agence de presse citoyenne, pour en faire un vrai pendant à l'AFP, voilà, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui, quoi. Et j'en profite pour dire que c'est quand même pas rien, ça personne le sait, ou très peu de monde, mais l'AFP a quand même été mise en examen pour diffamation sur le film Hold Up. Donc ça devrait questionner tous les journalistes de France et de Navarre en disant bah oui, l'AFP est mise en examen, son président, pour diffamation. Alors moi j'ai hâte vraiment d'être devant le tribunal correctionnel, parce que voilà, donc donc il y a plein de fer au feu. Et puis en même temps, pour faire du documentaire long métrage, il faut avoir des choses à dire et à explorer. Et là, ça doit être un petit peu la fatigue. mais je suis content de terminer par Miracle, parce que voilà, je trouve que c'est un beau parcours. J'ai vécu sans doute les plus belles émotions de ma vie dans les salles. Parce que quand vous faites des films qui font plus de 60 000 entrées, ce qui est colossal, avec très peu, sur quoi, 6-7 copies, donc c'est ridicule. Quand vous comparez à des films qui sortent sur une centaine de copies et qui font même pas 10 000 entrées avec des budgets de 5 millions d'euros, eh ben, vous pouvez dire, ben voilà, vous n'avez pas travaillé pour rien. Ça veut dire quoi, et des en copies? même temps, pardon? Ça veut dire quoi, des copies? Ben, ça veut dire que vous sortez, c'est le nombre de salles. C'est-à-dire quand vous sortez un film, vous allez le sortir sur 10 salles, vous allez sortir. Voilà, on parle de copies. Avant, on parlait de copies. C'est-à-dire qu'il y avait une copie dans une salle, et voilà. Je suis resté à l'ancien langage. Aujourd'hui, de dire, voilà, on va sortir le film dans 100 salles, dans 100 villes, on va dire dans 100 villes, et dans 100 villes de France. Moi, les deux premiers films que j'ai faits, qui étaient M et le troisième secret, Sous peine d'innocence et Thanatos, on les a sortis dans 8 salles, dans 8 villes en France, quoi. Et après, le film va aller à droite, à gauche, mais au démarrage, c'est seulement 8 villes. Alors que vous avez aujourd'hui des films qui ont 5 millions de budget, qui vont sortir dans 100 ou 200 villes et qui vont faire quoi? Qui vont même pas faire 15 000, 20 000, peut-être 50 000 entrées. Donc voilà. Et pourquoi je disais tout à l'heure sur l'émotion que j'ai vécue à soutenir mes films, parce que je me déplaçais de salle en salle pour aller présenter le film, parce que sinon les exploitants avaient du mal à vous recevoir, parce que voilà, un documentaire pour eux a du mal à vivre seul. Moi je pense pas, et donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer donc le 10 avril, parce que moi je leur dis, écoutez, vraiment un film comme Miracle, tout comme un film comme M et le troisième secret ou Thanatos, ils n'ont pas besoin de réalisateur, même pas besoin de débat. Le film il se tient tout seul, parce qu'aujourd'hui, regardez, c'est la fiction qui essaye de singer le documentaire, avec des caméras qui bougent pour dire, oh, bah, ça va faire plus vrai. Donc c'est un peu ridicule, mais pour dire que la force du documentaire, elle est là, et elle est vraiment faite pour les salles. Et les salles ont c'est un lieu irremplaçable pour le lien, ça crée du lien. Et quand vous êtes là à partager vos émotions avec le public, c'est le plus beau des cadeaux. À la fois pour moi, mais je pense aussi pour le public, parce que le public, ils vivent ensemble le même film, et surtout, pendant 1h30, ils vont pas zapper, pendant 1h30, ils vont pas partir, ils vont pas aller à droite, à gauche, ils vont regarder de A à Z, et puis ils vont essayer
de comprendre enfin voilà, ce que j'ai essayé de faire passer à travers ces images et cette bande son. Et, 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 un- et j'insiste, hein, mais un documentaire télé n'a rien à voir avec un documentaire cinéma. Un documentaire cinéma, c'est une œuvre, c'est un artiste. Euh, Moi, quand j'ai fait, enfin, je reviens un petit peu à Hold Up, pardon, mais quand j'ai fait Hold Up, voilà, moi, je voulais juste réhabiliter le virus dans ce qu'il est, réhabiliter le virus dans ce qu'il a toujours été, sauf s'il est trafiqué. S'il est trafiqué, c'est plus la même chose. D'où les questions qui ont été posées dans ce film. Donc c'est ça qui était intéressant. Voilà, moi donc je suis content parce que terminer par miracle, ça permet voilà, allez, on revient sur les pieds sur terre. En fait, tout est possible, mais on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Donc il suffit de regarder les yeux, ouvrir les yeux et de regarder un petit peu plus haut que le bout de son nez, un peu plus loin que le bout de son nez, et on s'apercevra que il y a des très belles choses qui nous attendent, quoi. Ça pourrait être une belle fin d'interview, mais j'ai encore une petite question. On va prendre quand même quelques remarques des internautes. Et d'ailleurs, c'est aussi un appel à travers les explications que tu nous donnes sur comment est distribué un film. C'est aussi nous, les téléspectateurs, qui, en fonction de est-ce qu'on va se déplacer lundi prochain pour aller voir la séance unique qui est pour l'instant programmée pour Miracle, ça va ouvrir la porte ou pas, ou même potentiellement, vous aussi, si dans vos villes, il y a des cinémas d'art et essai ou des cinémas qui sont ouverts, potentiellement, vous pouvez aller à la rencontre des cinémas pour essayer de faire vivre ce film. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant dans ces documentaires cinéma, c'est que le public peut participer et apporter sa pierre à la réussite ou pas d'un film. En tout cas, c'est ce qu'on essaye aussi avec cette interview du Front Médiatique. Donc, ma dernière question, avant de passer à 2-3 remarques des internautes. En tant qu'intervieweur, j'essaie tant bien que mal de mettre en lumière les invités que je reçois, non pas juste pour les faire briller, mais parce que tout simplement, dans la mesure du possible, j'essaie de montrer ce qui les passionne, ce qui les anime, en posant des questions pas trop bêtes. Malheureusement, je suis limité parce que personne ne peut connaître mieux l'autre que celui qui se connaît lui-même. Alors, j'aimerais te poser une dernière question. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Et est-ce que tu peux y répondre, bien évidemment, histoire de finir sur un sujet qui te tient à cœur? J'appuie sur le bouton rouge. T'as le droit, t'as un bonus. Non, écoute, non, moi je suis, en écoutant les questions que tu me posais, je me faisais la réflexion suivante, je me disais, mais, et je t'assure, Akina, c'est pas pour, je déteste la flatterie, hein, la flatterie se dit aux dépens de celui qui l'a fait, donc c'est pas de la flatterie. Je pense que s'il y avait plus de journalistes comme toi, sérieux, consciencieux, honnêtes, mais je pense que le monde, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si tous les journalistes de la planète faisaient le travail que tu fais, parce que tu fais un vrai boulot, on voit que tu as vu les films, on voit que tu t'es renseigné, je l'ai senti dans tes questions, c'est exactement la réflexion. Alors, tu me poses à la fin, il y a une question que tu ne m'as pas posée? Je dis, non, parce que je pense que vraiment, les questions que tu as posées, c'est des questions que j'aurais peut-être posées, sans doute. Et il y en a même que j'ai trouvé vraiment pertinentes. Et non, bravo. Non, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions à rajouter. Et je voulais juste vraiment, et je le dis, ça vient du cœur. Je pense que la façon dont tu travailles, la rigueur avec laquelle que tu t'obliges à mener ces entretiens, voilà, on sent qu'il y a du travail derrière. Aujourd'hui, les journalistes, ils n'en ont plus rien à faire. Ils posent 2-3 questions, ils lisent des dépêches AFP et basta, c'est terminé. Et puis, ils essayent de balancer 2-3 mots qui coupent court à tout débat, au lieu de poser des questions ouvertes, au lieu d'essayer de comprendre la personne, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, au lieu d'essayer de vraiment de rentrer dans le personnage et savoir qui il est. Ben voilà, non, on a juste des... Donc bravo, vraiment, bravo Akina, et je te souhaite vraiment une belle et longue vie dans ce plus beau métier, parce que moi, c'est vrai que j'ai eu une chance inouïe de travailler, j'ai 30 ans à parcourir le monde avec des personnages étonnants qui m'ont beaucoup appris, et aujourd'hui, j'essaye juste de le rendre. Alors, je vais essayer de le rendre à travers une agence citoyenne, pour mettre mes compétences, on va dire, de réalisateur, d'ancien journaliste, de rédacteur en chef, pour mettre mes compétences au service du citoyen, mais en m'effaçant complètement. C'est-à-dire que moi, je veux pas voir mon nom, je veux juste... parce que l'information, elle nous appartient à tous, elle a été complètement... elle a été dévoyée, elle a été monopolisée par une petite poignée de journalistes. Et moi, Dieu sait si j'ai des amis journalistes aujourd'hui qui sont
qui sont morts, quoi, sur place. Ils sont obligés de rester parce qu'ils ont un salaire, mais ils sont effrayés de voir ce qui se dit, qui va à l'encontre non seulement du bon sens, mais de la vérité. Donc c'est grave, c'est vraiment grave. Donc merci de donner l'exemple. Et je peux te dire, pour avoir donné pas mal de cours, pour avoir été enseignant, j'ai même donné des cours à des journalistes professionnels en les aidant à fabriquer des magazines dans des grandes écoles. Et ben voilà, pour moi, la relève est là et ça me fait plaisir de savoir qu'elle est là. Merci Pierre, ça fait vraiment plaisir, merci du fond du cœur. Et d'ailleurs, j'ai Mhm. pas réagi tout à l'heure, mais ça nous fait vraiment plaisir de voir que tu vas consacrer du temps à Citizen Light, parce qu'on a vraiment besoin de médias indépendants, d'agences de presse indépendantes, d'agences de presse citoyennes. Et donc ça, c'est vraiment un gros projet et qu'on soutient avec le Front médiatique. Et ça nous permettra aussi, j'espère, à l'avenir de continuer des collaborations aussi belles que celle de ce soir. Et d'ailleurs, ça me fait penser que nous, les journalistes, tu dis que c'est un magnifique métier, c'est que j'ai l'impression moi, d'être un peu à l'université tous les jours, parce qu'à chaque fois qu'on traite un sujet, qu'on interviewe quelqu'un, et ben on se renseigne, on se cultive, on lit, et on apprend évidemment à travers les échanges qu'on peut avoir lors de ces lives. Et donc en fait, pour moi, j'ai la chance tous les jours de me lever le matin pour aller à l'université, l'université de la vie, on va dire, l'école de la vie. Et aussi, on fait ça avec peu de moyens, le Front médiatique, comme d'autres projets, comme des documentaires que tu montes avec des budgets des fois 2, 5, 10 fois inférieur à d'autres documentaires qui font moins de téléspectateurs, enfin moins de spectateurs, Moins pardon, d'entrée. Mhm. d'entrée. Et c'est beau aussi parce que nous, on fait ça avec peu de moyens, mais on fait ça avec le cœur, avec nos défauts, nos défaillances, nos limites. Mais voilà, au moins, on est sincère. Voilà, on va prendre 2-3 questions des internautes pour finir notre échange. En tout cas, merci vraiment. C'est un bonheur partagé. On va prendre une première question de Céline que je trouve particulièrement pertinente. J'essaie de relever quelques questions en même temps que j'écoutais. Ce n'est pas forcément évident. Donc, Céline te demande, bonjour, où peut-on trouver la liste des salles ? Alors, la liste des salles, c'est très simple. On a créé un site, le site du film qui s'appelle Miracle, Miracle avec un S-lefilm.com. Donc, Miracle avec un S-lefilm.com. Et là, vous avez une carte avec une carte magnétique. Donc, tu tapes sur tous les points qui montrent que le film est diffusé ici ou là. Et tu auras non seulement l'adresse du cinéma, mais l'heure de la séance, il y a tout. Donc, voilà. Donc, j'ai à la fois mis le lien donc, vers le site à l'écran et je vous le mets aussi dans le chat public. Comme ça vous permet de pouvoir cliquer sur le lien et de pouvoir retrouver plus facilement donc, cette carte dont parle à l'instant Pierre. Une deuxième question que je trouve intéressante, c'est une question de Catherine qui dit « Est-ce que cette œuvre va traverser l'Atlantique et sera distribuée au Québec ?» Ah mais bien sûr. Non. L'idée, c'est que la version anglaise est déjà faite. Et j'ai vraiment envie, voilà, encore une fois, c'est mon dernier film long métrage, donc je vais tout faire pour qu'il soit vraiment, qu'il passe un petit peu partout dans le monde, quoi. Parce que de toute façon, le miracle concerne, enfin voilà, ça nous interpelle tous. Et les miracles qu'il y a dans les 3 miracles que j'ai choisis sont juste les miracles les plus, je pense, scientifiquement analysés, où il y a eu le plus d'heures d'analyse scientifique sur ces faits complètement inexplicables. Une avant-dernière question donc de Daniel qui dit « Le film sera diffusé dans 50 salles. Si on n'a pas cette chance, sera-t-il en ligne ?» Plus tard. Plus tard, parce que je veux vraiment donner la chance aux salles. Donc là, il y a effectivement, on verra après quelle suite donner, mais tout dépendra en fait de ce qui va se passer le 10. Parce que séance unique, s'il y a beaucoup de monde, je pense que les salles elles-mêmes voudront peut-être continuer à faire 1 ou 2 séances ou 3 séances, et peut-être que le film après continuera un petit peu, mais je peux pas savoir. Mais dans un premier temps, je tiens vraiment à ce que ce film reste en salle le plus longtemps possible, mais parce que là c'est une séance unique, mais qu'il reste en salle. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la salle est un lieu irremplaçable à tous les niveaux, au niveau du lien, au niveau du partage et au niveau surtout des émotions qu'on peut vivre dans ces salles, quoi. C'est un lieu magique. Et moi, je peux vous assurer, pour avoir je pense que les plus belles émotions de ma petite existence de réalisateur depuis 25 ans, je les ai eues dans ces salles, quoi. Ça se comprend tout à fait. Et la dernière question de Marie qui dit « Comment joindre personnellement Monsieur Barnerias, s'il vous plaît, merci ».
Ah, mais ça, c'est pas difficile, hein, vous allez sur contact oui, j'ai un mail qui s'appelle contact@tprod.fr. Contact@tprod.fr. J'ai également une adresse sur Citizen Light, c'est contact@citizen-light.fr. Voilà, 2 adresses. Donc, à la fois sur Tprod, donc qui est le producteur de. Vous pouvez même mettre pierre@tprod.fr. Voilà. pierre@tprod.fr. Il n'y a aucun problème. Et pour le Canada, oui, pour le Canada, je pense que pour le Québec, on ira au Québec, parce qu'il faut savoir que Hold Up avait été diffusé au Québec. Hein. Ça avait bien marché d'ailleurs. Et petit aparté, le programmateur des salles, des multiplex là-bas, quand il a vu le film, il m'a dit, mais pourquoi il y a eu une polémique en France? Je ne comprends pas. Voilà, messieurs les journalistes, on va se voir bientôt de toute façon. Voilà, On en reparlera tribunal peut-être correctionnel, je crois. dans notre interview par rapport à tous ces enjeux autour de l'AFP, etc. C'est aussi des sujets qui l'intéressent. En tout cas, c'était vraiment un merveilleux moment, voilà, partagé avec toi, Pierre. C'est cool, on a réussi Pareil. à plier ça environ en 1 heure pour permettre à un maximum de monde de regarder cet échange, cette interview, 5 jours avant la sortie donc de Miracle, la science impuissante face à l'inexplicable. Et donc, n'hésitez pas à vous déplacer, à les regarder donc, sur le site internet qu'on vous rappelle, hein, miracle-lefilm.com, pour faire vivre ce film, cette séance unique, et pour, on l'espère, lui permettre d'avoir d'autres séances dans d'autres villes en France aussi. Merci pour ton œuvre, merci d'ouvrir autant de portes, évidemment plus de questions que de réponses à travers ce documentaire cinéma, mais je pense que dans la période actuelle remplie de certitudes et de dogmes, cette approche était vraiment, ce message était vraiment une nécessité. Merci à la communauté d'avoir été présent avec nous. N'hésitez pas à partager, à commenter. Vous savez qu'on est shadowbanné par les réseaux sociaux pour éviter que nos regards, nos personnes, nos idées prennent trop de place dans cette époque où il faut bien penser. Et au contraire, nous, on vous encourage à penser par vous-même. Prenez rien pour argent comptant et continuez à faire vos recherches, à faire votre critique de ce qui vous entoure pour devenir vous-même. Je te laisse le mot de la fin, Pierre, et je te souhaite encore une très belle soirée. Le mot de la fin, c'est un immense merci, Akina. Vraiment, un immense merci, et vraiment, ouvrons nos yeux à ces miracles qui nous entourent. Moi, c'est ça, c'est la capacité d'émerveillement. Il faut retrouver notre cœur d'enfant. Il faut retrouver notre faculté de s'émerveiller juste de notre corps humain, quoi. Quand on a la chance d'être en bonne santé, dès qu'il y a une petite chose qui ne va pas, c'est la catastrophe. Mais quand on a la chance d'être en bonne santé et de vivre au milieu de la nature, voire même, regardez juste le ciel, c'est juste fabuleux, quoi. Donc voilà, le mot de la fin, c'est retrouvons notre cœur d'enfant pour continuer de s'émouvoir et de s'émerveiller de tout. Et pour avoir les yeux qui brillent, comme toi, Pierre. Merci, belle soirée. Merci, Akina, et vraiment, merci à toi, et bon vent, et continue. On est ensemble. Belle soirée, la famille. C'était Pierre Varnerias et Akina sur le front médiatique.